Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. On considère que la productivité, c'est avoir un moteur à plein régime, sauf que un moteur à plein régime trop longtemps, ça casse. Et donc, quand on est entreprise, quand on parle business, on a besoin de vivre à la fin du mois et donc on a besoin d'une rentabilité. Mais on confond souvent productivité et faire des sacrifices, sortir de sa zone de confort, aller chercher toujours plus, et stabilité, rentabilité. Vous avez du mal à retrouver le sommeil? Vous tournez en rond avec une peur qui vous bloque? Vous souhaitez mieux communiquer, mieux gérer vos émotions? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Laetitia Léonard, je suis spécialiste en thérapie brève et dans ma boîte à outils, j'utilise le MDR, l'hypnose ou encore les fleurs de Pâques, la PNL et aussi le mouvement et le son. Dans ce podcast depuis 2020, avec Secrets de Polichinelle, je vous propose des outils, des conseils pratiques, des interviews de praticiens du bien-être et des témoignages d'expérience pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Et si vous voulez prolonger cette dose de motivation et de bonne humeur, je vous envoie chaque mois une newsletter avec encore plus de ressources. Si vous avez envie de venir au cabinet, à Paris ou en visio, ou de vous inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en description. Bonne écoute! Bonjour Manon. Bonjour. Ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là aussi. Pour ton premier podcast, du coup. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, thématique qui parlera à beaucoup d'entre nous. Nous vivons dans une société qui va de plus en plus vite avec énormément de sollicitations. Vous êtes aussi nombreuses à venir en séance, parfois épuisées, en tout cas surchargées. Et on parle beaucoup de cette fameuse charge mentale qui est une réalité. Et comme vous le savez, dans Secrets de Polichinelle, moi, ça m'intéresse de vous proposer des conseils concrets, des techniques pour pouvoir alléger aussi votre charge mentale. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai eu envie d'inviter Manon. Alors Manon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais et ton rapport à la charge mentale? Oui, tout à fait. Donc, j'accompagne les indépendants et les dirigeants de TPE à mieux s'organiser au quotidien dans le but de pouvoir se libérer du temps pour développer leurs projets et se concentrer sur leur cœur de métier. Et c'est vrai que quand on parle de charge mentale, on fait souvent le lien avec le temps. On a l'impression de courir après ce temps qu'on a tous. Et donc moi, mon objectif, c'est de trouver les points de friction par rapport à son organisation afin de libérer du temps sur ce qui compte vraiment pour notre business. Canon. Et comment est-ce que tu en es arrivée à faire ça? Est-ce que tu peux nous raconter? Mais j'aime bien avoir quelques mots de ton parcours un petit peu. Est-ce que tu as toujours aimé organiser aussi, structurer les choses? Qu'est-ce qui t'amène? Ouais, carrément. En fait, ça fait depuis toute petite, pour la petite histoire, je voulais être pharmacienne quand j'étais petite, juste pour ranger, trier et organiser les médicaments dans les tiroirs. Donc l'organisation m'a toujours suivie dans tous les pans de mon quotidien. Mais plus professionnellement parlant, j'ai découvert l'organisation, la charge mentale et tout ce qui touche au domaine de la qualité de vie au travail dans une expérience passée justement, où j'étais en responsable de développement de partenariat pour une boîte dans la qualité de vie au travail. Et j'ai toujours été en contact à travers une expérience dans un espace de coworking auprès d'indépendants et d'entrepreneurs. Et donc, je me suis rendu compte que la ressource qu'on avait la plus précieuse au travail, c'était le temps. Venant aussi d'une famille d'entrepreneurs, j'ai pu voir les bénéfices, mais aussi les dérives de ce statut dans sa gestion du temps au quotidien et de l'équilibre vie pro, vie perso. Effectivement, donc on va parler un petit peu plus du côté, quand on est à son compte, parce que ça change aussi la donne. Maintenant, il y aura forcément aussi des conseils qui pourront s'appliquer aux personnes qui sont salariées, bien évidemment, parce qu'on est tous concernés par cette charge mentale. Comment est-ce que tu définis la charge mentale au-delà du simple peut-être manque d'organisation ou organisation à revoir? Comment tu définirais ça? Je ferais bien le parallèle avec un moteur à plein régime. On a plein d'idées qui nous traversent l'esprit, on sait plus ranger ces idées correctement, on est surchargé au niveau de ses missions. En fait, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans notre quotidien, on n'arrive plus à voir clair et à identifier nos priorités, pouvoir suivre un plan d'action. En tout cas, c'est un vrai sujet du quotidien qu'on a besoin d'adresser, dans tous les cas. Ouais, tout à fait. Et autant sur la vie pro que sur la vie perso, parce que quand on parle de charge mentale, on fait souvent le lien avec
la vie professionnelle, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais la charge mentale peut aussi être importante. La charge mentale, on a besoin de travailler là-dessus aussi dans la vie de tous les jours, dans une vie perso. Complètement. Et justement, pour toi, la différence entre la charge mentale des indépendants et celle des salariés, est-ce que c'est justement parce que la vie pro, la vie perso s'imbriquent davantage? C'est plus difficile à compartimenter? Compartimenter, pas forcément, parce que on parle souvent d'équilibre vie pro, vie perso, et donc ça crée en fait une frontière entre ces deux vies, entre guillemets, alors qu'au final cette frontière elle est assez floue quand on est salarié et qu'on a des problèmes, ou qu'on on se sent pas bien dans sa vie perso, et on va peut-être avoir du mal à venir avec beaucoup d'énergie dans la vie pro, et Oui. inversement. Donc je pense que c'est plus une question de contexte de vie pro et perso, de contexte dans l'entreprise dans laquelle on évolue, de son statut. Mais je pense que la charge mentale, c'est un sujet qui est universel, peu importe notre contexte, notre âge, et notre vie perso. Très clair. Justement, qu'est-ce qui l'alourdit selon toi? Alors, on parle un peu plus de la vie pro, mais comme on dit, tout peut être plus ou moins lié. Est-ce que, alors on sait très bien qu'il y a les écrans qui se sont immiscés dans nos vies. Qu'est-ce que tu constates justement, toi qui as en plus bossé en coworking, qui a eu l'occasion de bosser sur des sujets de qualité de vie au travail? Qu'est-ce qui, selon toi, l'alourdit le plus cette charge mentale aujourd'hui, notamment dans la vie pro? Je pense que c'est ce lien qu'on fait toujours avec charge mentale et productivité. On considère que la productivité, c'est, comme je disais tout à l'heure, avoir un moteur à plein régime. Sauf que un moteur à plein régime trop longtemps, ça casse. Quand on est entreprise, quand on parle business, on a besoin de vivre à la fin du mois, et donc on a besoin d'une rentabilité. Mais on confond souvent productivité et faire des sacrifices, sortir de sa zone de confort, aller chercher toujours plus, et stabilité, rentabilité. Et ça, c'est un paradoxe qu'on a beaucoup, parce que on a cette vision, quand on parle d'entrepreneuriat, en tout cas, de start-up, d'une entreprise qui va beaucoup grossir, où on a besoin de faire des sacrifices pour atteindre des objectifs de rentabilité. Et donc, quand on parle de sacrifice, c'est sacrifier cette charge mentale, c'est sacrifier des priorités, une organisation qui nous est propre, au service d'un intérêt business. Ouais. Et puis c'est vrai que maintenant on a une multitude de plateformes, d'outils avec des notifications qui nous sursollicitent à longueur de journée aussi. Forcément, ça ajoute, en tout cas, à la charge mentale. Ouais, tout à fait. On entend de plus en plus parler, et puis c'est un sujet qui a un peu plus de place aussi, j'ai l'impression, dans l'éducation des plus jeunes générations, dans les écoles. C'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, et je pense que ça a aussi un impact dans la vie pro, tout ce qui est écran, puisque on travaille tous sur des écrans, on a notre téléphone à longueur de journée dans notre poche, et du coup il y a ce sentiment d'avoir besoin d'être dans l'instantanéité et la réactivité de toutes ces notifications. Et donc, on prend toutes ces notifications comme une urgence. Et une urgence peut-être pour les autres de répondre rapidement, mais c'est pas notre urgence par rapport à notre business, par rapport à nos objectifs, d'être tout le temps dans l'instantanéité. Très vrai, ça s'applique autant dans la vie perso, effectivement. Et alors, justement, en termes d'outils, toi, tu disais que t'es là pour accompagner sur ces sujets, pour mieux s'organiser. Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, en termes d'outils, oui, tout à fait. Moi, j'accompagne, comme je disais tout à l'heure, à identifier les process qu'on met en place dans son quotidien, que ce soit seul, en équipe, ou par rapport à son organisation pro. Et moi, l'objectif derrière, ça va être d'identifier dans une semaine type comment organiser ses tâches de manière à pas toujours être dans l'opérationnel. Parce que c'est vrai que quand on développe un projet ou un business, on va beaucoup être focus sur les objectifs, les résultats, mais Ouais. on va pas toujours avoir le temps de faire un pas de côté pour pouvoir prendre le temps sur sa stratégie, sur est-ce que je suis toujours alignée avec mes missions, est-ce que je sais quelle est ma vision d'entreprise à 3 ans ou 5 ans. Et donc pour pas paraître trop abstrait, ces process que je vais mettre à plat avec les personnes que j'accompagne, on va les traduire avec un outil qui est absolument génial et dont je suis fan et que j'ai découvert il y a 5 ans maintenant, qui s'appelle Notion ou Notion, ça dépend sous quel nom on l'entend, qui est un outil qui est 100% flexible,
qui est pas toujours intuitif quand on met les mains dedans et qui permet en fait de créer une sorte de mini logiciel sans avoir à savoir coder pour pouvoir piloter son activité, sa gestion de projet, sa liste de contacts, se créer des relances, agenda, etc. Il y a une multitude d'utilisations pour cet outil qui est assez dingue. Alors, j'entends, on va parler bien sûr de tous les avantages de l'outil. Je sais que je vais en avoir qui vont me dire, oui, mais alors du coup, on est déjà beaucoup sur les écrans, donc c'est encore plus de temps sur écran. Est-ce que tu as complètement délaissé le papier, les notes? Tu sais, comme on dit que parfois, c'est bien aussi d'écrire pour la mémorisation avec un stylo. Quel est ton rapport à ça, toi, justement? Alors, c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question de savoir si je digitalise tout. Et non, j'ai quand même gardé cette relation avec le papier où j'ai besoin de prendre des notes, faire des schémas. C'est un peu mon brouillon vide-tête. Ok. Et alors Manon, est-ce que tu peux me dire en quelques mots, Notion, qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à d'autres plateformes? Alors on va pas parler que de Notion aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment de donner quelques indications en quoi c'est vraiment si intéressant, en quoi est-ce que ça peut alléger la charge mentale finalement. C'est un outil qui est plutôt intéressant et flexible surtout parce qu'il nous permet de centraliser toutes les informations qu'on a besoin de suivre. Par exemple, venir rentrer toutes les informations qu'on a enregistrées quand on fait une veille, de pouvoir enregistrer tout notre répertoire de contacts, tous nos comptes rendus de rendez-vous, notre contenu de communication. Ça peut servir de wiki d'entreprise et d'espace aussi de collaboration avec ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs. Ok. Donc ouais, en fait c'est très complet. C'est vrai que souvent on le connaît peut-être pour prendre des notes ou juste gérer un calendrier édito, mais il y a beaucoup plus derrière et ça vaut le coup de s'y attarder. C'est comme tout, ça peut mettre un petit temps de mise en place, mais une fois que c'est mis en place, ça peut faire gagner pas mal de temps finalement. Tout à fait. C'est pas toujours intuitif, c'est une méthode à comprendre et c'est pour ça justement que de plus en plus de consultants Notion existent. C'est un nouveau métier qui a été créé où le but est d'accompagner à la création d'espaces qui nous ressemblent pour éviter justement d'aller acheter des modèles, des templates qui sont disponibles mais qui nous forcent encore une fois à s'adapter à l'outil alors que là cette fois-ci c'est l'outil qui s'adapte à votre façon de vous organiser et à votre contexte professionnel. Et pour quelqu'un finalement qui là se sent tout simplement un peu débordé justement et se dit là, il y en a dans tous les sens. J'ai tout dans ma tête, j'ai des post-it partout. Alors évidemment, il y a Notion, mais qui demande, c'est une étape aussi, je trouve, tu vois, parfois. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil concret à proposer si finalement, tu vois, moi j'aime bien aussi, ça peut être soit d'autres outils, d'autres méthodos, des par quoi commencer finalement. Tu disais, bon, toi, tu poses quand même les choses sur papier, tu te fais peut-être ton mind map sur papier. Par quoi tu commences? T'as quelqu'un qui arrive et qui est vraiment limite au bout du roule, tu vois, comme même dans tous les sens. Qu'est-ce que tu conseillerais pour un peu sortir la tête de l'eau déjà? Alors là, on parle de thème de business ou perso? On est toujours en termes business. Pour moi, je pense que de toute façon, ce que tu proposes en business peut aussi s'appliquer au perso. Ok, ça marche. Quand on vient me voir et qu'on a besoin de sortir la tête de l'eau, la première chose que je fais, c'est déjà d'identifier selon cette personne quels sont les points de friction. On fait un mini audit, mais au-delà des points de friction et de ce qui fonctionne ou pas aujourd'hui, c'est surtout de savoir quels sont ses objectifs, où est-ce qu'elle veut aller, est-ce qu'elle est toujours en phase avec la manière dont elle fonctionne aujourd'hui ou pas. Et il y a une grille de lecture que je mets assez rapidement en place, que j'appelle la grille de lecture sur retour sur investissement. En fait, on parle souvent, quand on parle de gestion de projet, de liste de tâches, de la matrice d'Eisenhower, où en gros le but est d'identifier urgence, priorité. Est-ce que je délègue? Est-ce que je décale cette tâche ou est-ce que je la traite immédiatement? Je remettrai le lien en description pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est une matrice qu'on utilise beaucoup, qui est assez classique, mais pour moi qui a besoin d'être rechallengée, puisque ça permet de reculer pour mieux sauter. En gros, ça va apprendre à décaler des tâches, mais arriver au bout de ce délai de gestion des tâches, on va se retrouver face à un mur parce que tout ce qui a été repoussé devient des urgences et des priorités. Et donc, j'aime bien avoir cette grille de lecture qui utilise les mêmes bases, mais qui permet d'avoir une vraie visibilité sur là où je dois mettre mon énergie. Et donc cette cette grille de lecture de retour investissement sur le temps permet de identifier ce que je dois garder par rapport
OK, quel est le retour sur investissement sur cette tâche? Quel est le bénéfice à court terme? Et quel est mon impact à long terme? Est-ce que ça vaut le coup que je mette l'énergie sur cette tâche parce que à long terme ou à moyen terme, ça va avoir un impact bénéfice sur mon objectif initial qui est de développer mon entreprise, de me sentir alignée, etc. Et donc ça peut être un peu la première étape, même avant de venir te voir, de toute façon, même si toi, après, tu ajustes cette matrice. Mais de refaire le point, est-ce qu'on arrive déjà à faire ce tri-là, en fait, entre ce qui est urgent, important, qu'est-ce qu'on accepte de déléguer ou pas, et de se poser déjà ces questions-là, en tout cas. Ouais, tout à fait. En fait, il y a 3 étapes à respecter. C'est premièrement de faire une liste de toutes les tâches qu'on réalise dans une journée pour atteindre un objectif, qu'il soit du coup pro, perso, de noter combien de temps ces tâches prennent et si possible combien elles nous coûtent en énergie. Est-ce que c'est difficile de écrire des posts LinkedIn pour soi? Est-ce que c'est difficile de se mettre dans sa compta? Est-ce que c'est difficile de se focus sur sa stratégie de prospection, par exemple? Et ensuite, une fois qu'on a fait ce point sur ce qu'elle nous coûte, entre guillemets, en termes d'énergie et de temps, de voir ce qu'elle nous fait gagner. Qu'est-ce qu'elle nous apporte ici et maintenant? Est-ce que c'est un bénéfice rapide? Est-ce que c'est du cash? Est-ce que c'est de la clarté? Est-ce que c'est de la visibilité? Et est-ce que ces bénéfices répondent toujours à mon objectif initial, qui est, par exemple, d'aller chercher des clients ou alors d'avoir une plus grande notoriété? Et ensuite, il faudra se poser la question, qu'est-ce que ça construit pour demain? Est-ce que ça me permet d'avoir une relation client plus stable et fluide? Est-ce que ça améliore mon image, ma stratégie et ma sérénité? Une fois qu'on a fait ces 3 points-là, ça nous permet ensuite de classer nos tâches en 3 types de retour sur investissement. Est-ce que ça fait partie d'une rentabilité immédiate? Est-ce que ça fait partie d'une croissance lente mais stratégique? Ou est-ce que ça peut être automatisable ou en tout cas à minimiser, à supprimer dans sa liste de tâches? Et en faisant du coup ces 3 types de retour sur investissement de son temps, on a tout ce qui touche à la rentabilité immédiate, c'est à réaliser tout de suite. Si c'est une croissance lente et stratégique, il faudra plutôt découper ces tâches en petites tâches pour y consacrer un petit peu d'énergie sur une longue durée pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ou est-ce que cette tâche est toujours utile pour atteindre mon objectif, mais est-ce que je ne peux pas l'automatiser, la minimiser ou la déléguer? Est-ce que là, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est que forcément, comme on est en format audio, c'est pas toujours évident de tout se représenter. Je crois que tu auras un lien à proposer aussi en description pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est que je puisse donner aussi des cas pratiques parce que quand on parle de gestion du temps, on parle de théorie, de choses assez abstraites. L'idée des accompagnements et d'avoir vraiment un point sur qu'est-ce qui fonctionne pour moi, c'est de se poser à plat. Et donc pour ça, je vais partager une ressource où on va pouvoir justement tester cette grille de lecture de retour sur investissement. Et pour moi, c'est vraiment, tu vois, là, évidemment, on parle pro aujourd'hui, mais pour moi, c'est applicable au perso. En fait, à partir du moment où on est débordé, qu'on s'en sort plus, il y a un tri à faire. Comment est-ce qu'on utilise notre énergie? C'est aussi ça, se poser la question de pourquoi et qu'est-ce que ça nous apporte et quelles sont nos priorités du moment, parce qu'on peut pas, tout ne peut pas être au même niveau de priorisation, en fait. Donc ça, c'est un vrai sujet, je pense. Ouais, tout à fait. Et puis on a tendance à croire que pour bien être organisé, il faut remplir un maximum de tâches dans son agenda, dans cet espace-temps qu'on a tous le même, nos 24 heures. Enfin, il faut dormir aussi entre deux, donc pas 24 heures. Parfois, la productivité qui sera au service de la charge mentale, c'est justement de faire moins mais mieux. Et donc, dans ce temps qui nous est donné de 24 heures dans une journée, comment j'optimise de manière à mettre mon énergie sur les bonnes tâches qui vont avoir un impact élevé et sur le court, moyen ou long terme, et comment ça va pas venir empiéter aussi que j'aime faire au quotidien dans ma vie perso. Effectivement. Et alors du coup, pour en revenir, donc on s'est dit les premiers sujets, c'est effectivement de se poser la question de finalement lister toutes les tâches, comme tu disais, du temps que ça nous prend. Est-ce qu'il y a des routines finalement aussi, des rituels que tu conseillerais pour aussi rester centré, tu vois, justement pas retomber dans cette espèce de, parce que finalement après on retombe dans le quotidien, on est de nouveau sursollicité. Est-ce que toi il y a des choses que tu mets en place, que tu fais pour tu vois, pour t'aider à rester centré aussi? Oui, alors je prends peut-être le problème à l'envers
par rapport à Ouais. ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que la première chose que je fais, c'est de poser mes impondérables. Les tâches et les moments que je ne veux pas supprimer de mon agenda parce que j'aime faire cette tâche-là ou parce que c'est important pour mon bien-être au quotidien ou parce que tout simplement, il y a des impondérables qu'on a chacun. Donc, la première chose à faire, je pense, c'est de pouvoir poser ses limites, tant par rapport à un engagement qu'on a envers soi-même et par rapport à ce qui nous fait plaisir au quotidien, comme je le disais, et nos impondérables, mais aussi poser ses limites par rapport aux personnes avec qui on travaille, que ce soit des clients ou des membres de son équipe. C'est de savoir identifier les moments où on a vraiment besoin d'être focus et où justement on viendra couper nos notifications, on viendra couper tous les stimuli extérieurs et être sûr qu'on a au moins, je dirais, 2 demi-journées dans sa semaine où on a une productivité de qualité ou en tout cas on a un temps de travail de qualité pour se poser sur des sujets qui nous demandent beaucoup d'énergie et faire un travail de fond. Si on parle d'opérationnel pur et dur, il y a une méthode qui est assez simple et claire, je trouve, à mettre en place. C'est la méthode LAURA. C'est un acronyme pour dire L, livraison, A, acquisition, U, urgence, R, révision et A, admin. Et en gros, cette méthode, quand on la met en place dans une journée, ça veut dire qu'on commence par livrer ce qu'on doit faire à nos clients ou à nos collaborateurs, de pouvoir passer ensuite à l'étape suivante qui est l'acquisition et en gros ce qui va permettre de pouvoir remplir les mois à venir. Urgence qui permet donc de gérer les vraies urgences, celles sur lesquelles il faudra éviter de se laisser submerger. Le R pour révision qui permet du coup d'ajuster ou améliorer son système chaque semaine, c'est se poser sur sa réorganisation de la semaine prochaine, sur les points d'optimisation dans les choses qu'on a mises en place. Et le A pour admin, qui est plutôt tout ce qui va gérer le légal, les relances ou l'administratif pour développer son business ou l'administratif lié au management de son équipe. Ok, je le remettrai en description. Ça vient d'où cette méthode? Ça s'appelle Organisologie et c'est un site ressource qui permet de pouvoir identifier toutes les méthodes en termes de gestion de projet, gestion des priorités et gestion du temps. Donc, finalement, le premier truc, c'est finalement d'arriver à dire non quand même, de poser ses limites. Oui, c'est la règle d'or, c'est poser ses limites et identifier les impondérables. Les impondérables. L'étape 2, ce serait quoi finalement? Étape 2, ça va être de cette grille de lecture sur le retour sur investissement, c'est identifier les points sur lesquels on va devoir mettre son énergie. Tout à fait, ouais. Et l'étape 3, s'il y en a une, après? L'étape 3, ça va être de planifier justement ces tâches sur lesquelles on doit mettre notre énergie. Et donc ça se fait principalement avec des outils. Quand on parle d'outils, ça peut autant être un agenda que un espace Notion où, comme on l'expliquait, permet de centraliser pas mal de choses. Ou alors ça va être des outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de faire le tri. Les outils sont libres à chacun et s'adaptent vraiment à l'organisation de chacun. On a parlé agenda, on a parlé Notion. On peut parler IA un petit peu. Est-ce que tu as des pistes de choses à aller regarder côté IA qui peuvent aider? Oui, côté IA, en termes de recommandations, ce que je peux faire, c'est que j'ai découvert il y a quelques mois un site internet qui s'appelle mammouth.ia. C'est français. Et ça c'est bien déjà. Ouais. Cocorico. Et ça permet, pour un abonnement mensuel, je crois, de 9 € par mois, de pouvoir avoir accès à une dizaine d'intelligences artificielles qui ont toutes une spécialité. Des intelligences artificielles sur la création de médias, des intelligences artificielles comme on les connaît sur la rédaction de textes, mais aussi des intelligences artificielles plutôt sur le calcul, les données, etc. Et donc, pour un abonnement mensuel, on a accès à une multitude d'IA parce que quand on parle IA, on a tendance dans l'esprit commun, à penser directement ChatGPT. Mais en fait, une IA, chacune aura sa spécialité et nous servira donc à différents stades de notre production. Et aussi, je voulais faire un point sur l'intelligence artificielle. Quand on vient me voir et qu'on me demande de mettre en place un agent IA, une intelligence artificielle et des process basés sur l'intelligence artificielle, au final, on fait souvent l'amalgame avec l'automatisation, qui est l'automatisation qui existe depuis bien plus longtemps que l'intelligence artificielle et qui permet de rendre automatique
des tâches de notre quotidien qui nous semblent chronophages ou pour lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée. Tout à fait. Et alors ça, du coup, c'est pas forcément via l'IA. Et là-dessus, toi, quand tu automatises, alors évidemment, on peut le faire de plein de manières différentes, mais tu as des méthodes de prédilection, des outils de prédilection par rapport à ça? Est-ce que ça va être étonnant si je réponds Notion? Non, du tout. J'ai bien compris que que t'étais une passionnée de Notion. Donc, ça donne envie d'aller voir un peu plus loin toutes les possibilités. Parce qu'effectivement, c'est comme tout, hein, à un moment donné, on a des outils qui arrivent. Bon, on absorbe comme on peut au fur et à mesure. Et puis après, on creuse dans un temps deux. En tout cas, c'est un outil qui a plein de possibilités. Donc, l'idée, c'est de toute façon, et puis on mettra un lien pour ceux qui veulent aller plus loin. L'idée, c'est d'aller l'explorer. OK. En tout cas, c'est très clair. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de se dire, et ça, c'est tout aussi applicable, je pense, au perso, savoir poser ses limites de toute façon, de savoir après identifier les choses et puis voir ce qu'on va aller déléguer ou pas, enfin, faire un peu le tri dans tout ça. Et puis derrière, après, aller voir les outils qui vont nous être utiles, que ce soit le bon vieux agenda papier ou le Notion, effectivement, avec toutes ses possibilités. Et pourquoi pas l'IA, bien sûr, sur certains points, sans en être dépendant. On est d'accord, ça reste un assistant à bien prompter. Donc c'est très clair pour ça. Et pour moi, derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de peur. Alors, à la fois, soit la peur de manquer, d'oublier, et de pas avoir assez fait. Donc, on bourre l'agenda, comme tu le disais, tu vois, de vouloir remplir à tout prix justement, alors que le temps est ce qu'on a de plus précieux et que c'est pas parce qu'on remplit l'agenda que c'est un signe de bonne organisation. C'est aussi très culturel, ça d'ailleurs, tu vois, puisque dans les bureaux français, souvent, c'est à qui va être là le plus tard ou à qui va avoir fait le plus de choses. Là où, pour avoir bossé en Australie, en Irlande, au contraire, si t'es encore au bureau à 19h, c'est plutôt mauvais signe, c'est que t'es mal organisé. Donc j'aime bien, tu vois, faire ce parallèle aussi parce qu'il est intéressant, je trouve. On peut s'en sortir de différentes manières. Et finalement, derrière tout ça, il y a des peurs. Moi, j'aime bien faire le lien parce que tu le sais, je suis thérapeute, je fais des thérapies brèves et justement pour aider les gens à dépasser leurs peurs bloquantes. Est-ce que toi, tu as une peur que tu as su dépasser, alors que ce soit grâce à Notion ou pas, hein, mais une peur que tu as su dépasser ou que tu aimerais encore dépasser? Une peur que j'aimerais dépasser, c'est la peur de me réveiller dans plusieurs décennies et de me dire que j'ai pas assez profité de ma vie et que j'ai pas assez du coup organisé de choses pour profiter au quotidien. Et du coup, même dans ma vie perso, j'ai tendance à organiser des temps entre amis, à remplir mon agenda au niveau social. Et donc ça, c'est mon grand travail de 2026, de ma résolution, c'est de justement moins organiser ces temps-là et de moins surcharger mon agenda au niveau perso. Laisser de la place à la spontanéité aussi. Et c'est vrai que c'est pas évident dans des villes comme Paris où voilà, tout le monde a des agendas de ministres. C'est chouette. Et c'est vrai que quand on se met à son compte, parfois il y a une période où on retrouve un peu ça. Parce que finalement, quand on se lance au début, qu'on n'est pas encore, tu vois, l'agenda complètement rempli, ça amène à se questionner là-dessus sur comment on organise son temps. Et je trouve ça intéressant. Ouais. Et je trouve que c'est hyper important par rapport à tout ça de se connaître. Et c'est quelque chose que, du coup, j'ai découvert ou redécouvert en étant indépendante, c'est que la santé de son entreprise dépend aussi de la santé de son dirigeant. Et que du coup, il faut apprendre à se connaître, savoir poser ses limites, mais aussi par rapport aux autres et par rapport à soi. Si son énergie est pas du tout là au bon moment pour faire une tâche que tu avais prévue, c'est OK d'être flexible aussi dans son organisation. Et je dirais même qu'une bonne organisation, c'est savoir être flexible plutôt que de planifier tout et de pas savoir reporter des choses qui n'ont pas besoin d'être faites aujourd'hui. Exactement. Quand on parlait d'organisation aujourd'hui, c'était pas dans l'idée de tout organiser, c'est de pouvoir justement se sentir plus à l'aise et plus flexible pour faire les choses qu'on a aussi envie de faire et pour profiter aussi de la vie d'ailleurs. Et après, justement pour ça, que ce soit l'équilibre vie pro, vie perso, l'activité physique, l'hygiène de vie, il y a plein d'épisodes dans mon secret de Polichinelle pour accompagner sur ces sujets-là. Quel autre secret de Polichinelle tu aimerais voir abordé justement dans un prochain épisode? Je pense que pour faire le lien du coup avec l'intervention d'aujourd'hui, moi ce qui me passionne beaucoup en ce moment, c'est les chronotypes et c'est justement comment connaître son horloge biologique pour faire en sorte d'avoir une organisation qui corresponde à ses besoins biologiques. Canon. T'as déjà fait le test du dauphin, de l'ours ou du lion?
J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas encore fait. Et il me semble qu'à l'époque, quand on avait parlé, j'étais peut-être dauphin, mais je suis pas sûre. Il est déjà ludique. Et après, tu en as un autre qui est un peu plus peut-être scientifique, entre guillemets, et qui te permet aussi de voir si t'es plus du matin, du soir, et comment tu te sens en termes d'énergie. Et c'est vrai que c'est intéressant, pouvoir se caler. Alors, c'est vrai que c'est l'avantage d'être à son compte selon le métier qu'on fait, bien sûr, hein, parce que si t'es restaurateur ou boulanger ou autre, c'est pas la même. Mais c'est vrai qu'on peut un peu plus s'ajuster par rapport à sa façon de fonctionner, ce qui est pas toujours évident quand on est dans des horaires de bureau classiques. Ouais, très bien. Alors, si on veut te suivre, Manon, je mettrai les liens en description. Tu me rediras bien sûr tous les éléments pour aller plus loin aussi. Tu es présente sur LinkedIn, pas mal. Tu as un site aussi. Oui, tout à fait. Le site, c'est sur l'entreprise Lake Beast. Et sinon, je suis principalement active sur LinkedIn. Très bien. Je remettrai tout ça en description. Et puis, tu remettras des ressources pour aller plus loin si on veut aller explorer Notion. Enfin, tu me redonneras les liens. Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Oui, avec grand plaisir. Canon. Merci beaucoup, Manon. J'espère que ça inspirera d'autres à aller regarder Notion de plus près ou en tout cas se questionner sur leur organisation pour pouvoir... là, ce sera en début d'année que cet épisode là va sortir. Et donc, c'est un bon moment pour justement se poser et s'organiser pour ne pas se laisser submerger justement et garder, comme tu le disais, de la flexibilité, de la spontanéité. Tout à fait. Merci Laetitia pour cette expérience. J'ai passé un super moment. Canon. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Secrets de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec tes proches, avec ton entourage, à mettre aussi un avis 5 étoiles ou même à me laisser un commentaire. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur les actualités autour du podcast, ton activité de thérapeute, je t'invite à t'inscrire à mes newsletters. Le lien est dans la bio et également sur mon compte Instagram où tu peux également me suivre qui s'appelle laetitia.thérapie_podcast. À bientôt!